flag. He may not like it, Mr. Speaker, but in Canada, civil liberties must be defended at every turn. Section 2 guarantees our freedom of association and assembly. Section 7 guarantees our right to life, liberty, and security of the person. Section 8 guarantees our protection against unreasonable search and seizure. Canadians can't be expected to simply take this Prime Minister at his word. His plans are not consistent with fundamental freedoms. The government should not have the power to close the bank accounts of Canadians on a whim. The Prime Minister is doing this to save his own political skin. But, Mr. Speaker, this is not a game. It comes at the cost to Canadians' rights and freedoms. Speaker, Parliament should not allow the Prime Minister to avoid responsibility in this way. I urge all members of this House, proceed with extreme caution. Now is the time to stand up for your constituents, to show real leadership, to help heal our divisions, to listen to those we disagree with, to not shut them down, to not tell them that they are irrelevant, to not speak insults to them. That is the job of each one of us as members of Parliament. No matter who we represent, we have to represent them with integrity, with hope, with honour. And what the Prime Minister is doing, Mr. Speaker, he has for the last 2 years disregarded these Canadians, called them names and insulted them. It is time to show leadership for every one of us and say no to this Emergencies Act. Thank you, Mr. Speaker. Questions and comments? Question et commentaire. The Honourable Member for Ottawa Centre. Thank you. Thank you very much, Mr. Speaker. Now I will speak on behalf of my constituents, which all of you are sworn to do. I just ask the members opposite. If this kind of occupation was happening in their neighborhoods, in their ridings, for 4 weeks in a row, for 4 weeks in a row, Mr. Speaker. Order. I just want to say the longer I get to stand here, the less option that people have to actually present their feelings and represent their constituents later on. We good? The Honourable Member for Ottawa Centre. 4 weeks in a row, Speaker, and the members opposite talk about listening to the protesters. They won't even listen to a member of this House to understand, Speaker, what my constituents, the members of my community, is going. And when did the line cross between being a lawful protest, which we welcome actually, Speaker, in this riding, and happens all the time, to an illegal protest? Members opposite were out there taking photos and encouraging those protesters to keep honking in the middle of the night. Would the member now denounce those actions? The Honourable Leader of the Opposition. Well, that's a very good question for his leader, the Prime Minister, when these protests started, the first thing this Prime Minister did was call these people names. He insulted them. I don't think anyone in that member's constituency thinks that the answer for a Prime Minister the response for a Prime Minister to do is to hide and then hurl huge insults, not just saying he disagrees with them, calling them misogynist, racist, their fringe view, they should not be tolerated. So very good question he should ask his own Prime Minister. Why didn't he take action? Why didn't he show leadership? Why didn't he take the high road and try to at least listen to these folks so that they felt that they were respected? Good question for your boss. Questions et commentaires. Questions and comments. L'honorable député de La Prairie. Les problèmes à Cass en Alberta se sont réglés sans la loi des mesures d'urgence. À Emerson, même chose, sans la loi des mesures d'urgence, ça s'est réglé. Sur le pont des ambassadeurs, évidemment, il a fallu que les Américains écrivent que ça n'avait pas de bon sens, ça s'est réglé sans la loi des mesures d'urgence. À Québec, il y a eu des manifestations, ça s'est réglé sans la loi des mesures d'urgence. Dans la cour du premier ministre, ici, dans la capitale fédérale, il y a une occupation. Qu'est-ce que le premier ministre a fait? D'abord, il les a traités de rouspéteux. Après, il a mis ça sur le dos de la police. Puis là, il a sorti la bombe atomique, la loi des mesures d'urgence. Moi, la question est simple. Entre jouer les ponces pilotes et attaquer avec la bombe atomique, il y a un espace où le gouvernement a utilisé des outils du leadership. Qu'est-ce qu'en pense le leader du gouvernement? L'honorable chef de l'opposition.
I want to tell that member thank you for his question. And he may recall I sent a letter very early on to the Prime Minister asking that he meet with the opposition leaders to talk about solutions like the ones that he just spoke about. It's clear that the borders were cleared by police action, and that's a good thing. We believe that these protesters here in Ottawa, these blockades, could have been moved quickly had the Prime Minister shown some leadership, said, hey, I'm hearing you. I disagree with you, but I hear your concerns. We're going to look at removing these mandates. We're going to do it because it's actually scientific to remove them. I guarantee you, Mr. Speaker, that these folks would have moved on had the Prime Minister decided he wanted to actually listen. And what I promise you is we would not be here today invoking an Emergencies Act, which is a sledgehammer on all Canadians. Questions and comments? The honourable member for Burnaby South. It's no secret that the convoy stated their mission, which was to overthrow the government. It sounds ludicrous, but they brazenly posted that on their website, and they reiterated it. Order, order. I can't hear the question, and I'm sure the Leader of the Opposition can't hear the question. The honourable member for Burnaby South. It's no secret that the goal of this convoy, posted brazenly on their website, reiterated as recently as earlier this week in a press conference, was to overthrow a democratically elected government. That was their goal. So the interim leader of the Conservative Party says, we have heard you, we will keep standing up for you. Do you regret endorsing a convoy that is attacking the fundamental democracy of our country? Do you regret endorsing and supporting an occupation that has harassed citizens? Do you regret endorsing a movement which has lost... Order. I know the questions have to come through the chair, and then I can't speak on behalf of the Leader of the Opposition, but I'll let the Leader of the Opposition answer the question. Thanks, Mr. Speaker. And obviously, nobody in this House believes that a government should be overthrown, although I have seen that member's colleagues at a number of pro-communist marches, and so not sure if that means he endorses communism. But I'll tell you what I know is when history looks back on this, Conservatives will have stood up with Canadians, millions of Canadians, vaccinated Canadians, Canadians who are blue-collar workers, Canadians who are white-collar workers, Canadians who have had enough of a Prime Minister who has divided, wedged, stigmatized, and traumatized them. And the party that will have stood with that Prime Minister is that member and his NDP colleagues, and it's shameful. Reprise du débat, continuing debate. The honourable member for Mégantic-Les Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je préférerais aujourd'hui me lever en cette Chambre pour parler de la hausse de l'inflation. Je préférerais me lever en cette Chambre aujourd'hui pour défendre les mères de famille, les pères de famille, les aînés, qui ont effectivement beaucoup à souffrir depuis le début de la pandémie et qui aujourd'hui font face à toutes sortes de situations vraiment, vraiment graves. Mais à cause de ce premier ministre, à cause de l'inaction du premier ministre, parce qu'il a choisi de protéger sa carrière plutôt que d'écouter les Canadiens, on se retrouve aujourd'hui à discuter d'une loi qui a été invoquée pour la toute première fois depuis sa création en 1988 par le Parlement et par ce premier ministre, la loi sur les mesures d'urgence. C'est un moment, Monsieur le Président, qui va s'inscrire dans notre histoire, mais pas pour les bonnes raisons. Et c'est extrêmement décevant, Monsieur le Président. Le premier ministre a dit invoquer la loi pour gérer les barrages et les manifestations au centre-ville d'Ottawa, au poste frontalier de Coutts en Alberta, au poste frontalier d'Emerson au Manitoba, ainsi qu'au pont ambassadeur à Windsor. Je le répété encore ce matin, Monsieur le Président. Chers collègues, on doit tenir compte de ces précédents. Le poids des événements nous oblige à faire preuve de prudence. Cependant, il ne reste que les barrages à Ottawa. Tous les autres barrages ont été ou se sont démantelés sans le recours à la loi sur les mesures d'urgence. Pendant 15 jours, le premier ministre n'a pris aucune mesure significative pour calmer les manifestations. Il n'a pas écouté la grogne, la fatigue
et les demandes des manifestants, ni des Canadiens. Il a préféré prendre des mesures extrêmes, directement. En résumé, M. le Président, le premier ministre n'a tout simplement pas respecté le seuil élevé prévu par la loi sur les mesures d'urgence pour justifier son invocation et son application. Et c'est pourquoi, M. le Président, les conservateurs vont voter contre sa décision. Le recours à la loi sur les mesures d'urgence est l'une des décisions les plus importantes qu'un parlementaire peut prendre. La loi précédente, la loi sur les mesures de guerre, n'a été utilisée que 3 fois. Pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la crise d'octobre, qu'on se souvient bien au Québec, M. le Président. C'est notre responsabilité comme parlementaires de protéger d'abord et avant tout notre démocratie. Ça comprend l'élection des élus et aussi le droit des citoyens de ne pas être d'accord avec le gouvernement et le droit de pouvoir l'exprimer publiquement, M. le Président. Ces manifestations créent, on le sait, des perturbations pour de nombreux Canadiens, particulièrement pour les gens de la région d'Ottawa, pour les entreprises locales. C'est extrêmement dur pour eux. Ce sont des victimes collatérales d'une situation qui dépasse largement les rues et les citoyens d'Ottawa eux-mêmes. On en convient, M. le Président. Comme on l'a souvent répété, les conservateurs sont le parti de la loi et l'ordre. Les barrages illégaux doivent prendre fin, rapidement et pacifiquement. C'est le temps de calmer le jeu, M. le Président. Pas seulement à Ottawa, partout au pays. Malheureusement, comme plusieurs experts l'ont témoigné, comme plusieurs analystes l'ont constaté, les actions du premier ministre risquent d'avoir un effet tout à fait contraire. Revenons au début, M. le Président. Comment ces événements ont commencé? Ça a commencé par un premier ministre qui a choisi de politiser une élection, de déclencher une élection en pleine pandémie. Par la suite, qui a décidé d'obliger les camionneurs à se faire vacciner, sans aucune preuve scientifique que c'était la bonne chose à faire, M. le Président. On a posé la question au gouvernement. On a posé la question au ministre de la Santé. Sur quel témoignage d'experts vous vous basez pour obliger les camionneurs à se faire vacciner? On a toujours éludé la question. On n'a jamais répondu du côté du gouvernement, M. le Président. Mais on n'a pas reculé. On a maintenu cette obligation-là, malgré tous les problèmes que ça causait à notre économie, à la chaîne d'approvisionnement et toute l'ampleur du mouvement que ça a créé, M. le Président. Quand les manifestants sont arrivés à Ottawa, le premier ministre s'est caché pendant une semaine. Une semaine, M. le Président. Pour ensuite, non pas essayer de calmer le jeu, insulter les manifestants, insulter les Canadiens qui ne pensaient pas comme lui, M. le Président. C'est ça qui est arrivé. Il a dit qu'ils étaient racistes, misogynes. Il a même affirmé que leur point de vue était inacceptable. Mais ça, on le voit souvent à cette Chambre, M. le Président. À chaque fois qu'on dit quelque chose dont le premier ministre n'est pas tout à fait d'accord, on voit tout de suite que pour lui, c'est pas acceptable. Ce que je sache, il y a plus de la moitié des Canadiens qui n'ont pas voté pour lui à la dernière élection. Et pourtant, ce sont des Canadiens, ce sont des gens qui ont le droit à leurs opinions, ce sont des Canadiens qui se sont exprimés et qui continuent d'avoir le droit de le faire. C'est acceptable de voter contre ce premier ministre, M. le Président. J'ai entendu ces points de vue partout, dans mon comté, sur les médias sociaux, au téléphone, dans les courriels. On en a reçu plein de courriels cette semaine, M. le Président. Ces gens qui s'expriment sont nos voisins, nos électeurs. C'est des Canadiens qui veulent se faire entendre. Ils devraient être entendus. Mais comme le premier ministre n'est pas d'accord avec eux, M. le Président, qu'il n'aime pas leur opinion, il a décidé, tout simplement, de ne pas les écouter. Chaque fois qu'il en a l'occasion, le premier ministre stigmatise et divise les Canadiens. On sait qu'il n'a pas rencontré aucun camionneur, aucun représentant de leurs associations. Il n'a pas discuté avec eux de leurs préoccupations. Il ne s'est même pas excusé, M. le Président, pour ces insultes qu'il a envoyées dehors à tous ces manifestants, qu'il a fait ici même en cette Chambre, M. le Président. Des excuses, M. le Président, pour le premier ministre, c'est pas pour ceux qui ne pensent pas comme lui. Il a ignoré ce que les gens ont à dire. Il a attendu que la crise empire et empire et empire.
Il aurait pu intervenir. Il y avait beaucoup d'outils à sa disposition pour intervenir. Premièrement, le premier outil, c'est lui-même. Comme premier ministre, comme chef d'État, il aurait pu écouter les Canadiens, Monsieur le Président. Le premier outil dont il aurait pu avoir recours, c'est lui-même comme chef d'État. Il a choisi d'agir en petit politicien, Monsieur le Président. Au lieu d'écouter, il a décidé de se donner plus de pouvoir. Il a décidé d'élargir les pouvoirs du gouvernement. Monsieur le Président, c'est une mauvaise décision. Le leadership du premier ministre est carrément lamentable dans cette situation. Cette semaine, il a même dit, je le cite, « L'invocation de la loi sur les mesures d'urgence n'est jamais la première chose que le gouvernement devrait faire, même pas la deuxième. La loi doit être utilisée avec modération et en dernier recours. » Monsieur le Président, personne pense que le premier ministre a même utilisé la première, la deuxième, ni même la troisième, ni même la quatrième option, Monsieur le Président. Il n'a pas réussi à convaincre personne de la justification du recours à la loi sur les mesures d'urgence, alors que à peu près tout le monde, Monsieur le Président, tous les experts, les analystes, les chefs de police, tout le monde a dit qu'ils avaient les recours, tous les outils nécessaires. Les premiers ministres des provinces, Monsieur le Président, le disent, ils l'ont répété. On est capable de s'en occuper. Ne venez pas mettre de l'huile sur le feu, Monsieur le Président, en faisant ce que vous avez fait, c'est-à-dire en invoquant la loi sur les mesures d'urgence. C'est ça qui est arrivé, Monsieur le Président. Comment le premier ministre est-il passé directement de l'ignorance totale des manifestants à l'adoption de la loi sur les mesures d'urgence? On espère que l'histoire va le dire, Monsieur le Président, parce que présentement, le premier ministre et ses ministres ne le disent pas. Et malheureusement, Monsieur le Président, la crise dans laquelle on est actuellement est directement créée par le manque de leadership du premier ministre. Les conservateurs avaient présenté une option, une approche raisonnable. On demandait au premier ministre, présentez-nous un plan. Un plan pour annoncer le retrait des obligations vaccinales obligatoires. Un plan pour la fin des mesures sanitaires. Puis c'est pas déraisonnable, ça, Monsieur le Président. Toutes les provinces sont en train de le faire. Tous les autres gouvernements au Canada sont en train de faire ça. Malheureusement, ce premier ministre a choisi de s'entêter et de ne rien faire, de ne pas écouter ses experts, Monsieur le Président. Il se surprendra aujourd'hui pourquoi les manifestants, les Canadiens, n'en peuvent plus de son manque de leadership, Monsieur le Président. C'est la réalité dans laquelle on est actuellement. Le premier ministre préfère faire à sa tête. Il continue de refuser de présenter un plan. Monsieur le Président, le gouvernement ne devrait pas avoir le pouvoir de fermer des comptes bancaires des Canadiens. Le gouvernement ne devrait pas avoir à recourir à la loi sur les mesures d'urgence quand il existe d'autres outils pour régler des situations comme celles qui existent présentement à Ottawa. Monsieur le Président, le premier ministre a échoué. Malheureusement, le premier ministre sera jugé, pas par nous, par les générations de Canadiens qui vont suivre, Monsieur le Président. Questions et commentaires, questions and comments. L'honorable député de Kings Hants. Merci, Monsieur le Président, et je veux remercier mon collègue opposé pour son discours. Le député Fass aime parler de leadership. Son parti essaie de chevaucher une ligne de soutien aux blocages illégaux et les dénoncer en même temps. Le député de Lambton-Kent-Middlesex a suggéré que le Premier ministre devrait faire preuve de leadership et faire ce que les manifestants illégaux voulaient au complet. Quelles mesures le gouvernement aurait-il dû prendre selon lui, ou le gouvernement devrait simplement faire exactement les demandes des protesteurs, les manifestants illégaux? L'honorable député de Mégantic-l'Érable. Monsieur le Président, à ce que je sache, malheureusement, l'opposition officielle est l'opposition officielle. On a un premier ministre qui avait entre les mains les outils nécessaires pour collaborer avec les provinces, pour envoyer des policiers supplémentaires à la demande de la Ville d'Ottawa quand la Ville d'Ottawa l'a demandé, Monsieur le Président. Il y avait des ministres qui avaient des moyens d'intervenir, Monsieur le Président, qui ne l'ont pas fait, Monsieur le Président. La question que le député pose actuellement à l'opposition officielle,
il devrait la poser lui-même à son propre premier ministre. Pourquoi il n'a absolument rien fait, Monsieur le Président, au tout début de cette crise-là, puis il a laissé envenimer les choses? C'est ça la question. Le manque de leadership, il n'est pas de notre côté, il est juste en face. Questions et commentaires. L'honorable député de l'Avignon, Lamitis-Matane, Matapédia. Merci, Monsieur le Président. Il y a quelque chose qui me choque dans tout ça. Quand le premier ministre a dit qu'il allait invoquer la loi sur les mesures d'urgence, il a dit « ça va être localisé géographiquement. Où il y aura un besoin, bien, on ira. » Et le premier ministre du Québec a été assez clair. On n'en veut pas de l'application de la loi sur les mesures d'urgence sur le territoire québécois. L'Assemblée nationale a été unanime. On n'en veut pas. Et quand on a vu le décret, eh bien, on voit que c'est localisé à la grandeur du Canada. C'est pas la première fois que le premier ministre dit une chose et fait son contraire. Je l'entendais plutôt dire que c'était raisonnable et proportionné, l'application de cette loi-là. Est-ce que mon collègue est d'accord avec moi que c'est plutôt injustifié et injustifiable? L'honorable député de Mégantic-l'Érable. Je vais citer le premier ministre du Québec. Imposer la loi risque de mettre de l'huile sur le feu en polarisant davantage la population. J'ai été clair avec le premier ministre que la loi fédérale d'urgence ne doit pas s'appliquer au Québec. Je pense que nous n'en avons pas besoin. Je pense qu'en ce moment, ça n'aiderait pas le climat social, Monsieur le Président. J'ai des citations comme ça de la première ministre du Manitoba, du premier ministre de l'île du Prince-Édouard, du premier ministre de l'Alberta. Je pense que c'est assez clair que les premiers ministres ont envoyé comme message au premier ministre. C'est « on n'en veut pas de votre loi sur les mesures d'urgence, Monsieur le Président. On est capable de gérer nos provinces puis gérer nos affaires. Pourquoi lui n'est pas capable? » Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member for Saanich Gulf Islands. Mr. Speaker, and to the honourable member for Mégantic-l'Érable, I'm actually raising a point that I've heard his leader, the official leader of the opposition, the leader of the opposition party, raise something as a hypothetical, and I want to address it now, and that is this notion that the Prime Minister hid. I think we forget the Prime Minister, and I'm not going to defend all the Prime Minister's actions by any means, but at the moment this convoy started, the Prime Minister had been diagnosed with positive for COVID. Had he gone in to meet with people who were unvaccinated, and had any of them been sickened and died, he could have been charged with manslaughter. Does that not occur to people on the other side as a... Order. I would really like to hear the... I'm just looking over to the minister. The member completed her question? Zoom right there. Okay, good. I just want to make sure everybody listens to the question so that we can get a good answer on it. The honourable member for Saanich Gulf Island. Speaker, I know this is a difficult time for everyone, but I think that hypothetical and the use of the word hid is again inflaming divisions in this place we shouldn't have. If someone tests positive for COVID, they should not be meeting with anyone, and they certainly shouldn't be threatening the health and safety of people who have chosen not to get vaccinated. L'honorable député de Mégantic-l'Érable. Monsieur le Président, depuis le début de la pandémie, j'ai eu l'occasion, je ne sais pas à combien de reprises, d'assister à des discours puis à des présentations de mon honorable collègue sur un petit appareil qui s'appelle Zoom, un petit ordinateur. J'ai eu l'occasion de l'entendre à plusieurs reprises défendre le gouvernement libéral sur ce petit écran, Monsieur le Président. Se cacher, ça veut dire pas répondre aux questions. Ça veut dire ne pas vouloir prendre position. C'est ce que le premier ministre a fait en se cachant, Monsieur le Président. Il s'est caché de ses responsabilités. Il ne s'est pas caché chez eux, il s'est caché de ses responsabilités. Il aurait pu parler, il avait tous les moyens pour le faire. Reprise du débat, continuing debate, l'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, permettez-moi d'abord de rappeler aux amis d'en face que nous sommes en pandémie et de rappeler aux amis de droite que j'aimerais m'entendre moi-même. La pandémie a fait des victimes. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont eu des ennuis de santé majeurs, extrêmement significatifs. Il y a des gens qui vivent dans l'angoisse. Il y a des gens qui ont vu leur pouvoir d'achat sérieusement réduit à cause des effets inflationnistes, durables ou temporaires, structurels ou conjoncturels de la pandémie. La pandémie s'est attaquée gravement aux aînés,
La pandémie s'est attaquée gravement au système de santé du Québec et des provinces. Bien sûr, devant une situation inusitée, sans précédent, on peut y aller parfois un peu à tâtons. On essaie, on n'a pas un succès immédiat et parfois ces essais et erreurs peuvent semer le doute. Je le comprends. C'est vrai au niveau des contraintes sanitaires, c'est vrai au niveau des mesures de santé autour de la notion de vaccination et de l'encadrement que ça a recommandé. C'est vrai au niveau des contraintes dans les déplacements qui ont été imposés. Et ça s'explique et ça se comprend. La réponse à tout ça, c'est toujours et ça doit être l'information, même si le succès de l'information et de la diffusion des bonnes informations reste relatif. Malheureusement, la gestion de la pandémie a été gérée d'une façon qui était, intoxiquée par une obsession. L'obsession de s'accaparer des pouvoirs du Québec et des provinces. L'obsession d'imposer des conditions en dehors de ces juridictions. L'obsession d'assujettir la pandémie, même la pandémie, à des valeurs multiculturalistes. Et tout ça, ça crée des retards dans la compréhension, ça crée de l'incompréhension chez les citoyens, tant du Québec et du Canada, alors que ce dont on a besoin, c'est d'informations de qualité. Ça a aussi été, Monsieur le Président, la graine, la semence des oppositions qui ont émergé sous les formes que l'on découvre depuis quelques semaines. Monsieur le Président, la peur est légitime. Le doute est légitime. L'opposition aux idées ou aux politiques d'un gouvernement, c'est légitime. Le dire est légitime. Le manifester est légitime. Se rassembler pour le manifester est légitime. La sédition et l'insurrection ne sont pas légitimes. Refuser le traitement est-il légitime? Mettre en péril la vie d'autrui en refusant un traitement ou un vaccin est-il légitime? Hier, j'ai été vacciné pour la 3e fois, librement. C'était ma liberté et ce faisant, je protégeais et je contribuais à rétablir la liberté d'autres gens plus fragiles qui attendent le sentiment de sécurité qu'ils devraient et elles devraient avoir en sortant de chez eux, en particulier les résidences pour personnes âgées. La liberté est une question d'équilibre. Équilibre entre la liberté individuelle et la liberté collective. Le jugement, à cet égard, demande du jugement. Et ce n'est pas au menu du jour dans tous les partis. La liberté pose un test de leadership, le test de la liberté que le premier ministre a échoué. Pourquoi? Par idéologie, pour assujettir les libertés collectives aux libertés individuelles, pour écraser l'identité d'une nation sous celle de toutes les nations, pour nier la nation, pour parler d'un État post-national. C'est continuer l'œuvre paternelle, nier le Québec, achever l'œuvre civilisatrice de banaliser la nation québécoise. Ce fut l'objet, parlant liberté, de la Charte des droits, celle des droits individuels, celle qui nie le français, celle qui nie la laïcité, celle qui nie la liberté d'enseignement, celle qui envisage de censurer les réseaux. Fût-il, un caniveau d'injures alarmant ces temps-ci, il reste que c'est un lieu d'expression libre sous réserve de la propagande haineuse. La Charte nie les droits collectifs. Elle nie l'identité collective, elle nie la nation. Alors tout naturellement, le premier ministre se porte à la défense des individus. Puis il l'échappe. La liberté devient liberté. Alimentée par la peur, le doute, une information insuffisante. La liberté prend des airs de l'extrême droite. Elle cautionne tous les excès. Elle alimente la désobéissance civile. Elle flirte avec la violence. Elle pollue les réseaux sociaux. Mais le premier ministre tarde. C'est dans sa nature, pendant de crise, faire activement rien. C'est dans sa nature idéologique, mépriser et enflammer les différences. Oui, Monsieur le Président,
il l'échappe. Ottawa est assiégé. Le drapeau auquel le premier ministre est associé flirte avec les pires. Il doit agir, mais il ignore comment, faute d'habitude. Alors il fait semblant d'agir. Il fait une parade, un spectacle. Il détourne l'attention. Il camoufle son échec. Il dépose une motion aussi lourde qu'inutile. Héritage maquillé de la loi sur les mesures de guerre, mais Dieu merci, la copie est toujours plus pâle que l'original. Et le premier ministre n'arrête de répéter qu'il n'y a aucune entrave aux libertés garanties par la Charte. Si la loi sur les mesures d'urgence n'entravait aucune liberté, elle n'existerait pas. Par nature, elle entrave des libertés. Et le rôle du premier ministre n'est pas de nier qu'elle entrave des libertés, cette loi sur les mesures d'urgence, et de les justifier et de les expliquer. La loi sur les mesures d'urgence a été inutile au pont des ambassadeurs, inutile à la douane de Couch, inutile pour la saisie d'armes au même endroit, inutile au Québec. Et comble d'ironie, alors que le Québec ne veut pas l'application de la loi des mesures d'urgence sur son territoire, c'est la Sûreté du Québec qui vient en renfort à Ottawa. Mets ça dans ta pipe puis fume. Et il s'engage, le premier ministre, à circonscrire l'application en termes de lieu. Or, elle ne le fait pas. Il aura beau le répéter, elle ne le fait pas. Elle est canadienne. Elle est dans la foulée de sa tradition. Mais là aussi, en termes de tradition, Monsieur le Président, la copie est toujours plus pâle que l'original. L'Assemblée nationale n'en veut pas de cette loi. Le gouvernement du Québec n'en veut pas. Évidemment, le Bloc québécois n'en veut pas. Les conservateurs du Québec n'en veulent pas. Et je rencontre le chef du NPD cet après-midi pour en discuter. Peut-être y a-t-il moyen d'une compréhension mutuelle. Seuls les libéraux d'Ottawa n'en veulent pas parce que ceux de Québec n'en veulent pas. Si l'Ontario la veut, cette loi, ça ne la rend pas utile. Tout ça pouvait être fait autrement, mais ça leur appartient. Et le Québec, lui, clairement, n'en veut pas. Le premier ministre a échoué au test des libertés collectives. Il a un triste bilan à cet égard. Il échoue souvent le test des libertés. Il a abandonné Raif Badawi. Il a ignoré les Ouïghours. Il est complice de l'Espagne contre la Catalogne. Il méprise les aspirations linguistiques du Québec, il méprise les aspirations laïques du Québec, il méprise la liberté d'expression et d'enseignement si elle ne pense pas et ne dit pas comme lui. Il affame les provinces qui ne respectent pas ses conditions en santé. Et même en matière de sécurité, le premier ministre agit d'abord et avant tout par l'ingérence, par l'appropriation de pouvoirs qui ne sont pas les siens et par des interventions qui, quoi qu'il en dise, ne sont pas justifiées dans l'état actuel des choses. L'ensemble du territoire canadien, sauf la crise qu'il s'est lui-même fabriquée à Ottawa, en est témoin. Il a échoué le test de la liberté d'expression parce qu'il a livré le mot « liberté » à ses pires adversaires, l'extrême droite et surtout, Monsieur le Président, l'ignorance. La liberté est une valeur progressiste. La liberté est une valeur nationale. La liberté est une valeur québécoise. La liberté se nourrit de vérité. La vaccination est un outil de liberté, imparfaite, certainement, mais encore la moins pire des solutions. Et le plus vite nous nous y serons assujettis, le plus vite l'ensemble des mesures sanitaires pourront être levées. Pire, par son échec, il a abandonné les malades pour gérer une crise qu'il a, à toute fin pratique, créée. Moi, Monsieur le Président, je défendrai toujours la liberté, surtout celle de ma nation, comme dans le Québec est libre de ses choix. Merci. Bravo.
Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member for Kings Hants. Merci, Monsieur le Président, et vers vous. Le chef du Bloc québécois compare cette mesure d'un décret d'urgence publique à celle de loi sur les mesures de guerre, ce qui n'est pas le cas. Son porte-parole en matière de sécurité publique a suggéré que cette mesure supprime le droit garanti par la Charte, qui ce n'est pas le cas. Cette ordonnance donne simplement à la police et aux autorités provinciales de pouvoirs supplémentaires pour faire leur travail, y compris le suivi de contributions financières aux activités illégales, incluant au Québec, cause des dommages économiques. Normalement, le Bloc appréciait l'idée de pouvoir discrétionnaire provincial. Pourquoi sont-ils contre une mesure raisonnable et proportionnelle pour leur province maintenant? L'honorable député de Belleuil-Chambly. Il y a une grande différence entre offrir des pouvoirs supplémentaires à d'autres juridictions et s'emparer des pouvoirs d'autres juridictions pour les donner à sa propre police. Et ça, encore une fois, c'est une espèce d'exercice de gymnastique à laquelle le gouvernement se prête avec des arabesques à côté desquels le patinage artistique à Beijing fait pâle figure. Et l'autre élément, Monsieur le Président, c'est que lorsque des mesures sont nécessaires et lorsque des mesures sont pertinentes et qu'elles ont pour effet d'altérer des libertés, plutôt que de prétendre qu'elles n'altèrent pas des libertés, on l'explique, on le justifie. Allez me faire à croire que ce soit justifié ou pas, que de saisir le compte de banque de quelqu'un ou l'empêcher de circuler dans une rue donnée, ce n'est pas altérer les libertés de quelqu'un. À un moment donné, il y a des évidences, mais ce gouvernement est passé maître dans l'art de prétendre le contraire de l'évidence et de se le répéter entre eux. Questions et commentaires. Questions and comments. L'honorable député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais demander au chef du Bloc québécois ce qu'il pense de l'évaluation actuelle de la balance entre la loi disponible et les capacités et les ressources. On voit actuellement que le problème majeur pour la Ville d'Ottawa, c'est la capacité d'enlever les camions remorques, ce qui cause le plus grand problème au-delà de tout le reste. Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il sait que l'article 129 du Code criminel oblige les compagnies de transport, par exemple, à fournir des ressources aux policiers qui en font la demande? Et, en bout de ligne, est-ce qu'encore une fois, il y a eu un manque au niveau de la balance entre la loi qui existe, les ressources et les capacités disponibles? Merci. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Sauf peut-être sur une lumière rouge pendant 1 minute et demie, immobiliser un poids lourd sur la ligne blanche au milieu de la rue, c'est illégal. Tu pars de même. Ces gens-là annoncent à l'avance que c'est leur intention, tu les laisses s'en venir. La police d'Ottawa capote un peu, demande de l'aide, tu leur en donnes pas. Tu dis, oh, on va envoyer 275 policières de la GRC, tes réserves autour du Parlement puis au premier ministre qui commence à trouver ça compliqué de circuler. Ça y tente moyen de venir autour du Parlement. Le premier ministre dit lui-même que la police d'Ottawa a tous les pouvoirs nécessaires pour intervenir jusqu'à ce qu'il se rende compte que ce qu'il dit n'a pas de bon sens. Il existe en effet, à même les pouvoirs des provinces, des corps policiers, des capacités législatives, les lois sur les états d'urgence des différentes juridictions, tous les outils nécessaires. Alors qu'on arrête de dire sans ça, ça se pourrait pas, puis que là, les gens ont peur, puis ils encouragent le recours à la loi sur les mesures d'urgence. Les provinces pouvaient et peuvent intervenir. La preuve a été faite partout, sauf ici, autour du Parlement. Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member for Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Merci à l'honorable chef du Bloc québécois. J'ai une question parce que je suis inquiète avec les règlements qui sont présentés aujourd'hui sur l'urgence et les questions géographiques. La régulation ici, devant nous, manque une référence claire à une région géographique. Mais hier, le Premier ministre et les autres ministres ont dit que l'utilisation d'urgence, la loi sur l'urgence, va inclure une limite géographique, mais je ne le trouve pas ici.
Ma question pour le chef, c'est ça. Si le gouvernement va changer les régulations avec les limites géographiques qui n'incluent pas la province du Québec, c'est possible que le chef du Bloc québécois pense que c'est nécessaire pour la situation ici à Ottawa. L'honorable député de Belleuil-Chambly. L'histoire des quelques dernières années enseigne une chose. Il y a le principe général, ce qu'on dit en général, est moins sujet à application concrète que ce qu'on écrit. Je m'intéresse assez peu, par expérience somme toute récente, à ce que le premier ministre dit. Je regarde ce que les textes disent. Alors, le texte, il dit quoi? Il dit c'est applicable partout au Canada. Aucune nuance, aucune restriction. Puis quand il dit oui, mais on va leur demander leur avis, c'est drôle, tout à l'heure en anglais, là, il a dit qu'on allait les consulter, puis qu'il allait peut-être collaborer, mais que s'il avait l'intention de rentrer quelque part, il allait rentrer. Il pourrait changer le texte et reconnaître les juridictions des provinces, dont 7 ont dit qu'elles ne veulent pas l'application de ça. Mais il devrait faire le contraire. Il devrait retirer le texte et le remplacer par un texte qui dirait « Voici ce qu'on est capable et ce qu'on est prêt à faire pour aider Ottawa tout de suite, maintenant, et mettre un terme au spectacle de camouflage politique de ses propres erreurs. » Questions et commentaires, questions and comments. L'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Ah, on ne vous entend pas. Recommence. Non. C'est le bout. Non. Encore, on ne vous entend pas. Je vais aller à quelqu'un d'autre et puis on va essayer de revenir. The honorable member, l'honorable député de Longueuil-Saint-Hubert. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, aujourd'hui, je pense que c'est indubitablement une journée noire pour la démocratie canadienne. Au Québec, là, la loi sur les mesures de guerre en 1970 a été vécue comme un énorme traumatisme. Il y a eu 500 personnes emprisonnées arbitrairement, des gens qui ont été détenus pendant des semaines sans qu'on leur dise leurs droits. Ça rappelle des souvenirs vraiment douloureux. Bon, évidemment, en politique, il y a les lois. Il y a la lettre de la loi, il y a les virgules de la loi, il y a le texte de la loi, mais il y a l'esprit de la loi. On a beau nous dire que la loi sur les mesures d'urgence, c'est une loi qui n'est pas la même que la loi des mesures de guerre, mais ça rappelle au Québec un traumatisme. J'aimerais ça que mon chef me parle du traumatisme qui a été vécu au Québec avec la loi des mesures de guerre en 1970. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, ce qui est traumatisant, c'est prendre la parole après le député de Longueuil-Saint-Hubert. Ceci étant dit, j'avais demandé hier aux députés du côté du gouvernement de faire preuve d'une espèce de sensibilité. Je comprends que ça ne viendra pas facilement parce que quand on a demandé des excuses, on était les derniers avec les Acadiens à ne pas avoir eu d'excuses pour les exactions canadiennes. Quand j'ai demandé des excuses, une couple de mois, on nous a pratiquement ri au visage, on a nié l'histoire. Fait que je ne m'attends pas à des miracles, mais soyez un peu sensibles au fait que pour les Québécois, il y a effectivement une relation incertaine, non pas avec le rôle humanitaire de l'armée. On les a accueillis, on était contents, il y a plein de Québécois là-dedans. Mais lorsque on parle d'une loi qui ratatine les libertés et qui est le rejeton au botox de la loi des mesures de guerre, sabler ses coins, et par le porteur et par la nature de la loi, on n'aime pas ça. Ça nous inquiète. On a vécu ça. Alors, un peu de compréhension, s'il vous plaît. Bravo. Bravo. Questions et commentaires. On va réessayer Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci, Monsieur le Président. Parfait. On est d'accord sur le fait que la loi ne devrait pas être appliquée au territoire québécois parce qu'il n'y a pas moyen de le faire et on était prêt à appuyer la motion du Bloc hier là-dessus avant qu'elle soit bloquée par les libéraux. Là où j'ai un malaise, Monsieur le Président, avec le discours du chef du Bloc, c'est les amalgames historiques douteux à notre égard. Utiliser des souvenirs douloureux, le traumatisme de la loi des mesures de guerre au Québec, alors qu'il n'y a pas de commune mesure avec la loi actuelle et ce qui s'est passé il y a une cinquantaine d'années. Même la chroniqueuse Hélène Buzetti, qu'on ne peut pas
accusé de manquer de sensibilité québécoise, a dit que c'est pas du tout comparable. Alors, j'invite le chef du Bloc à regarder les dispositions de la loi et à faire les distinctions et les nuances que la rigueur intellectuelle appelle. L'honorable député Belleuil-Chambly. L'humilité à Rosemont n'a pas cours légal. J'invite le député de Rosemont-la-Petite-Patrie à regarder l'Assemblée nationale qui devrait au moins un petit peu être la sienne. Ses amis de Québec solidaire sont contre. Les libéraux sont contre. Le Parti québécois est contre. La CAQ est contre. La seule personne au Québec qui a raison, Monsieur le Président, c'est le député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Je suis un peu inquiet, mais je lui rappellerai que le chef du NPD, en 1970, a voté contre la loi sur les mesures de guerre. Resuming debate, the honourable member for Burnaby South. Thank you, Mr. Speaker. This is a critical moment in our history. In a few weeks, we will enter the third year of this pandemic. Canadians are tired. Tired of a pandemic that has created so much loss and such sacrifice for so many. Canadians are frustrated. Frustrated that so many have found themselves worse off, while those at the very top have only increased their wealth and power. And many are afraid. Afraid of the next wave, of the next variant, but also afraid of the other crises we face, of fires and floods caused by the climate change destroying their homes and their livelihoods, of losing those they love to a toxic drug supply, of not being able to get the care they need or that their loved ones need when they need it. But neither fear, frustration, or fatigue have won over Canadians' fundamental desire to take care of one another. We are here today at this moment because of a result of a failure of leadership. People were abandoned by government that argued over jurisdiction rather than helping people. People were abandoned because governments didn't take this convoy and its impact on people seriously. And they were abandoned by the police, some of whom stood with the occupiers and the occupation. It should never have come to this. It should have never come to a point in time where thousands of workers lost their wages because of blockades at bridges. Thousands of workers lost wages because of blockades of one of the busiest shopping centers in Ottawa, retail workers, people who are already precariously employed. It should never come to the point where residents, families, children were harassed, intimidated, terrorized by the convoy. It should have never come to this. Many people right now are rightly concerned about the impact of the Emergencies Act, that it might crack down on protests in the future. What we're dealing with is not a protest. It is not peaceful. The organizers of this illegal occupation have been clear from the beginning. They haven't shied away from this. They have been brazen about it. They came here to overthrow a democratically elected government. It is a movement funded by foreign influence, and it is fed on disinformation. Its goal is to disrupt our democracy. We share the concern of many Canadians that the government may misuse the powers in the Emergency Act. So I want to be very clear. We will be watching. We will withdraw our support if at any point we feel these powers are being misused. I've been at many protests and strikes, and I've witnessed the full
and brutal power of the police being used against peaceful protesters. So I want to make this clear as well. Indigenous land defenders, climate change activists, workers fighting for fairness, and any Canadian using their voice to peacefully demand justice should never be subject to the Emergencies Act. New Democrats will never support that. What has become very clear in this crisis is that there needs to be as well a serious examination of policing in Canada. Occupiers get hugs from the police, while Indigenous and racialized protesters are met with the barrel of a gun. Yep. There are several accounts, very troubling accounts, of current and former law enforcement and military members involved in these occupations. One of the requirements of the Emergencies Act is that after its invocation, there is a public inquiry into its use. This must include a full public inquiry into the role of law enforcement in these occupations, both in their support for the occupiers and in many cases the refusal to enforce the law. L'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence est un constat d'échec